Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui en si grand nombre. Je vais agir à titre de maître de cérémonie ce soir pour la séance d'information publique. D'emblée, je tiens à souligner la présence de la députée, Mme Caroline Simard. Alors, bienvenue chez vous. Madame la préfète, Claudette Simard. Et le maire Dominique Tremblay. Donc, la façon dont ça va se dérouler ce soir, il y aura de très courtes allocutions de la part de quelques personnes ici présentes. Par la suite, on va faire une présentation. Donc, on est en séance d'information publique. Donc, la séance d'information publique permettra au CIUS de faire une présentation d'environ une vingtaine de minutes, dont on va présenter en partie les services qui sont accessibles, qui sont disponibles. Donc, il y aura des éléments d'information sur couverture médicale, les soins infirmiers, etc. Donc, je vais laisser tout à l'heure M. Thibodeau là, vous faire la présentation. Par la suite, on va vous céder la parole. Il y aura une période de questions qui est destinée à la population. Il y a des micros qui sont dispersés. Donc, on va vous inviter à venir, mais je vais vous redonner toutes les explications nécessaires pour la période de questions au moment venu. Donc, c'est la façon dont ça va se dérouler. Il y a des médias qui sont présents ici ce soir. Donc, vraiment, la période de questions est réservée à la population. Pour ce qui est des représentants des médias, il y aura des possibilités de faire des entrevues une fois la séance d'information terminée. Donc, notamment au niveau du CIUS, on va se rendre disponible pour répondre à certaines questions que vous auriez suite à la rencontre d'information de ce soir. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au maire Dominique Tremblay. Bonsoir à tous et je suis très heureux de voir que la population s'est mobilisée pour venir ce soir, qui est une soirée très, très importante pour le suivi du service de santé de l'île aux Coudres. Et puis, vous aurez, comme ils vous ont dit, vous aurez la chance de poser des questions. Fait que gênez-vous pas, posez-les vos questions et puis ils vont vous répondre. Écoute, je tiens à remercier Mme Simard qui est ici, préfète de la MRC aussi, que je travaille toujours avec elle de très près, à la MRC. Merci d'être ici ce soir, de se préoccuper aussi de son Charlevoix, parce que le Charlevoix y appartient. Et puis Mme Caroline Simard, qui est aussi notre députée, qui est toujours présente. Je pense que, je ne sais pas si elle est en amour avec l'île aux Coudres, mais je pense que oui, par bout. Fait que, soyez assurés que moi aussi, je me préoccupe de ce système-là et j'ai aussi parlé cet après-midi à d'autres en santé. Et puis je pense que les gens de l'île aux Coudres ont besoin d'un service. Le genre de service, je ne peux pas vous l'annoncer, ce n'est pas à moi à le faire pour l'instant, mais le CIUS vont faire leur travail. Et puis, on va voir par la suite de quelle façon on va pouvoir être couvert à l'île aux Coudres, mais il faut l'être couvert. Puis je pense que la volonté du ministre est là aussi, il faut que je le dise, parce que le ministre nous a très bien répondu à la rencontre qu'on a eue avec l'ensemble de la MRC de l'Ouest à Québec. On a eu une très bonne rencontre côté santé, fait que je vais laisser Caroline m'en parler. Mais je pense qu'on est parti sur une bonne voie. Je peux vous assurer qu'on va continuer à travailler fort. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Désolée si je suis à votre hauteur présentement. D'abord, je veux vous remercier, citoyennes et citoyens de l'île, de l'île, de même que nos partenaires médias d'être présents ici ce soir. Si on fait cette rencontre-là actuellement, c'est pour vous, pour être en mesure de répondre à vos questions, être en mesure de vous présenter la situation. Et tout à l'heure, M. le maire a dit que Charlevoix appartient à Mme Simard. Charlevoix, il nous appartient à toutes et à tous, vous le savez, hein, M. le maire. Et c'est important d'être rassuré comme citoyennes et citoyens sur une préoccupation aussi importante que les soins de santé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu organiser cette rencontre-là et j'ai demandé au président directeur général Michel Delamarre de me permettre, en collaboration avec les gens du CIUS, de répondre à vos questions ce soir, mais de vous présenter également
comment ça se structure tout ça, parce qu'on a entendu plein de choses ces derniers mois, mais il y en a des choses qui se passent actuellement. Il y aura des avancées également, et c'est de ça que le CIUS va nous parler ce soir. Alors, vous avez l'opportunité de poser vos questions aux gens qui sont concernés. Le CIUS est là pour y répondre. Et puis, gênez-vous pas, il n'y a pas de mauvaises questions ce soir, il n'y a que de bonnes questions pour nous. Et je voudrais profiter de l'occasion pour souligner la présence de Dr. Étier, qu'on m'a dit qu'il était arrivé, je ne l'ai pas vu personnellement. Alors, écoutez, je sais à quel point la communauté de l'île était attachée et le sera toujours attachée à Dr. Étier. Je l'ai remercié d'ailleurs lorsqu'on a souligné son départ. Sachez maintenant que nous, ce qu'on veut et ce qu'on va faire, c'est s'assurer qu'il y a une couverture médicale permanente à l'île et on le fera en collaboration avec les gens sur le territoire, dont la GMF. Alors, je laisse la parole à notre maître de cérémonie. Merci d'être là. Merci, Mme Simard. Donc, on va être rendu à l'étape de la présentation dont je vous parlais, d'une durée de 20-25 minutes maximum. Mais pour mettre la table à cette présentation-là, je vais inviter le président directeur général adjoint du CIUS de la Capitale-Nationale, M. Guy Thibodeau. Oui, bonsoir tout le monde. Bien, à mon tour de vous remercier d'être là. Vos préoccupations, vos inquiétudes, bien, on les comprend, on les partage. Alors, c'est pour ça que ce soir, à la demande de Mme Simard, on trouvait que c'était une très bonne idée de venir vous rencontrer. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de mauvaises questions. J'espère qu'il y aura aussi juste des bonnes réponses. Mais on va essayer, évidemment, de vous expliquer où on en est et puis qu'on travaille tous ensemble par la suite pour recruter un médecin. Essentiellement, comment on va procéder? Bien, dans un premier temps, il y a Mme Sylvie Bonneau. Mme Bonneau va vous parler des services qui existent actuellement et qui ne sont peut-être pas nécessairement connus. On va vous parler notamment aussi du rôle de l'infirmière praticienne spécialisée. Vous savez que vous en avez qui viennent au pavillon. Et elle va vous dire qu'on va en ajouter une troisième pour être capable d'assurer une meilleure couverture médicale. Mais on va parler du rôle et des accès par rapport à ça. M. Thibodeau, vous avez dit que vous favorisiez davantage Charlevoix-Ouest dans votre vision, du moins dans l'aspect de régler le problème de couverture médicale en santé. C'est ça. Donc, on peut dire que les locaux est important, mais il faut régler le problème de Charlevoix-Ouest dans son ensemble. C'est ça? Exactement. La capitale nationale, maintenant, est découpée en sous-territoires. On en a un, Charlevoix-Ouest, Charlevoix-Est. Alors ici, évidemment, on était dans Charlevoix-Ouest. Et ce qu'on disait, c'est que c'est un des secteurs qu'on a priorisé dans la capitale nationale pour avoir des médecins et être capable de recruter. Donc, justement, le recrutement, l'aspect du nouveau facturant ou d'un retour de région, peu importe ce qui va être octroyé par le PREM, comment ça va être, qu'est-ce qui va être déterminé au final? Dans le fond, vous comptez, est-ce que ça arrive, qui s'installe du côté de Baie-Saint-Paul, du moins qui couvre les locaux à partir de cet endroit-là de la GMF, c'est ça? Bien, nous, dans le fond, ce qui va être prioritaire pour nous, c'est une couverture de l'île aux Coudres. OK, la façon dont ça va se faire, ce qu'on expliquait à la population tout à l'heure, c'est que nous, on n'est pas en mesure de déterminer où le médecin va décider de vivre et où il va décider de s'installer. Un médecin qui a 20 ans et plus de pratique peut s'installer où il veut. Il n'est pas soumis à nos règles. Alors ça, c'est simple à déterminer. Un médecin qui a moins de 20 ans de pratique, donc soit un nouveau facturant ou quelqu'un qui revient d'une région, peu importe où il s'installe, il doit contribuer à la vie clinique de l'établissement. Donc, ce que ça veut dire de façon pratique, c'est que si c'est un jeune médecin, bien, il va pouvoir s'installer peu importe où il veut, mais il va devoir travailler à l'urgence de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Juste pour être en termes de bien préciser, nouveau facturant, le poste ici est affiché, va être affiché dans Charlevoix-Ouest ou dans la capitale nationale? En fait, c'est dans toute la province. On affiche l'ensemble des postes qui sont disponibles. Et là, ce qu'on dit aux médecins, que ce soit un nouveau facturant ou une personne qui revient de région, on a 2 postes de disponibles dans Charlevoix. Et parmi les gens qui veulent revenir dans les... donc, c'est vrai aussi... il peut y en avoir dans Charlevoix-Est, il peut y en avoir dans Port-Neuf, dans différents secteurs de Québec. Et là, bien, les gens manifestent leur intérêt et nous, on essaie de cette façon-là de combler les besoins prioritaires. Le défi, c'est toujours de trouver quelqu'un. Je le disais, l'année dernière, on avait aussi un retour de région qui était disponible pour Charlevoix-Ouest, mais il n'y a pas personne qui s'est présenté. Donc, le défi, c'est vraiment d'intéresser des gens à venir, en ce qui nous concerne ici, là, dans Charlevoix-Ouest. Des infirmières, j'oublie le terme, je pense que c'est IPS, c'est ça exactement. Donc, actuellement, y en a-t-il une actuellement du côté des locaux ou au GMF de Charlevoix-Ouest? Actuellement, il y a 2 IPS du côté du GMF de Charlevoix. Là, on regarde pour que ça déploie de façon plus régulière au point de service de l'île aux Coudres. Et en ajoutant une 3e, là, on va être capable de vraiment avoir une couverture médicale beaucoup plus large. Pour recruter, c'est ça?
Oui, ça c'est différent. Les IPS sont nos employés. Donc, ça, on affiche un poste comme on affiche un poste régulièrement. Donc, on affiche un poste d'IPS pour le GMF de Charlevoix-Ouest. Et il y a un processus de sélection. Il faut avoir des candidats qui appliquent, évidemment. Est-ce qu'on se déplace beaucoup sur le terrain? Est-ce qu'on veut se déplacer davantage sur le terrain? Peut-être entendre Mme Dufour, la pharmacienne dont vous avez entendu parler. Est-ce que ça, c'est possible de peut-être tâter le pouls puis peut-être sortir du cadre, on va dire, administratif? On est, forcé d'admettre que la création du CIUS a fait qu'on a pris du temps à se structurer. On est très présent dans Charlevoix, c'est parce que les gens ne nous voient pas beaucoup, parce que quand on vient, on est souvent en rencontre. On est d'accord là, avec ce que la population nous dit, c'est que là, il faut qu'on trouve une façon de renouer contact avec la population pour être plus en mode écoute. On a eu des commentaires très constructifs ce soir. Et est-ce qu'on veut le faire davantage? La réponse, c'est oui. Sur ce, j'invite Mme Bonneau, Sylvie. Moi, je vais briser la glace en vous parlant des services qu'on appelle des services de proximité. Quand on parle de proximité, bien sûr, on parle des services qui sont près de la population. Et les services dont je vais vous parler à l'instant, ce sont des services qui sont accessibles peu importe où on habite sur le territoire. L'île aux Coudes en fait partie. Alors, je vais commencer par les services qui sont les plus accessibles, c'est ceux qui sont accessibles par téléphone. Alors, on a un accès téléphonique 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, ce qu'on appelle, nous, le service 811. Service 811, c'est un numéro de téléphone que l'on compose. Et là, on a le choix d'accéder à de l'information, des interventions ou même de l'orientation par des professionnels. On peut choisir le volet santé ou le volet social. Quand on accède au volet santé, à ce moment-là, ça peut être des conseils si on vit une problématique au niveau de notre santé. L'infirmière, ce sont des infirmières qui répondent pour ce volet-là et l'infirmière peut vous conseiller, peut vous donner aussi des consignes par rapport à l'endroit où vous devez aller et peut intervenir avec vous puis compléter l'intervention. Si vous choisissez le volet social, ça peut être pour toutes sortes de raisons. À ce moment-là, vous parlez à un intervenant social, un travailleur social qui est un professionnel. Et là encore, ça peut être pour une demande d'information. Il peut vous aider aussi si vous vivez des difficultés ou encore si vous voulez accéder à un service, par exemple, vous avez des inquiétudes d'un proche parent, vous voulez savoir c'est quoi le processus, avoir de l'information par rapport au centre d'hébergement, par rapport aux services qui sont disponibles. Info Santé, Info Social par le 811 est accessible. Maintenant, je vais vous parler des services qui sont accessibles sur place au point de service de l'île aux Coudes. Sans doute, certains d'entre vous se sont rendus à un moment donné pour rencontrer l'infirmière. Effectivement, on a des services de soins infirmiers qui sont disponibles 7 jours semaine, de 8h à 16h à tous les jours. L'infirmière qui est là vous accueille, elle peut évaluer votre besoin, elle peut faire plusieurs interventions, notamment changer le pansement, surveiller le pansement, il va y avoir certaines injections, certains vaccins. Il y a aussi des traitements qui peuvent être faits sur prescription médicale. Et nous, on veut aller encore plus loin. On veut permettre à ces infirmières-là d'être plus autonomes, parce qu'elles le sont déjà, mais on veut aller encore plus loin pour que vous puissiez avoir une gamme de services qui est plus élargie là, au niveau des soins courants. Il y a également des prélèvements qui sont offerts au point de service de l'île aux Coudes. C'est sur rendez-vous, bien sûr. Il y a un horaire qui est préétabli, mais ces prélèvements-là sont disponibles là, lorsque vous en avez besoin. Et enfin, on a le soutien à domicile. Le soutien à domicile, en fait, c'est un service qui est accessible, mais pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, soit parce qu'ils sont en perte d'autonomie ou qu'ils ont des incapacités quelconques, donc ils ne peuvent se déplacer vers le point de service. À ce moment-là, ce sont les services qui se déplacent vers le domicile. Ce peut être des soins infirmiers, ce peut être des services médicaux aussi. Puis je vais vous parler, ou d'autres professionnels, travailleurs sociaux, ergo, physio, qui peuvent venir à l'occasion selon le besoin qui est évalué, mais ce sont essentiellement des services de soins infirmiers, des services médicaux. Nous, vous savez, depuis, dans la dernière année, on a instauré aussi des services d'infirmières praticiennes spécialisées. Peut-être que ce n'est pas une appellation qui vous est familière, mais peut-être vous avez entendu parler de super infirmière. En fait, une infirmière praticienne spécialisée, c'est d'abord et avant tout une infirmière,
mais qui a en plus reçu une formation universitaire de 2e cycle et qui lui permet de pratiquer des activités médicales. C'est pour ça qu'on appelle une super infirmière, parce qu'elle peut aller beaucoup plus loin qu'une infirmière qui a reçu une formation standard. Et on en a déjà une, d'ailleurs, qui vient à l'occasion à Lille. Monsieur Thibodeau vous a fait l'annonce qu'on a l'intention, puis on va le faire très prochainement, d'ouvrir un autre poste, parce qu'on a actuellement 2 postes qui sont au GMF de Baie-Saint-Paul. Et c'est l'équipe, en fait, de Baie-Saint-Paul actuellement qui se déplace vers Lille. En ajoutant une 3e IPS, ça va nous permettre d'offrir un accès qui est accru, mais toujours par une équipe. Parce que quand on a une équipe qui donne le service, c'est beaucoup plus facile de maintenir ce service-là en continuité parce qu'ils peuvent se remplacer s'il y a une absence momentanée. À ce moment-là, on assure qu'il y a une continuité. L'IPS, elle peut offrir, comme je vous dis, elle peut pratiquer des activités médicales. Je n'irai pas dans le détail, mais en fait, elle peut prescrire des examens diagnostiques, ce qu'une infirmière standard ne peut pas faire. Elle peut prescrire des médicaments, renouveler des médicaments. Elle peut prescrire des traitements médicaux et elle peut aussi initier les traitements médicaux qui sont faits habituellement par un médecin. Donc, vous comprenez que cette infirmière-là peut aller beaucoup plus loin et elle travaille en partenariat avec des médecins. Donc, elle travaille dans une équipe de médecins, on appelle ça des médecins partenaires. Et à ce moment-là, quand elle ne peut pas aller plus loin que ce qui lui est permis par son ordre professionnel, elle réfère à son médecin partenaire. Donc, ça fait en sorte qu'on a vraiment un accès qui est amélioré et on a aussi une desserte qui est élargie là, par une équipe d'infirmières praticiennes et de médecins. Alors ça, c'est ce qu'on va bonifier là, au cours des prochaines semaines. En fait, comme je le disais, les 5 activités médicales qui sont permises là, par une infirmière praticienne spécialisée, c'est de prescrire des examens diagnostiques. Donc, si vous avez, par exemple, une problématique, l'infirmière praticienne peut vous prescrire, par exemple, des radiologies, prélèvements, pour aller finalement poser un diagnostic. Utiliser des techniques invasives, bien, ça peut être de faire des traitements qui, comme je le disais, qu'une infirmière là, qui a reçu une formation standard ne peut pas faire. Prescrire des médicaments aussi. Donc, si vous avez des médicaments renouvelés ou une infirmière sans ordonnance ne peut pas procéder à la prescription, tandis qu'une IPS peut le faire. Prescrire des traitements médicaux et appliquer des traitements médicaux aussi. Donc, ça offre un accès qui est beaucoup plus large que ce qu'une infirmière standard peut offrir. Merci, Mme Bonneau. Pour vous parler de la partie plus médicale, je vais demander au Dr Pierre Laliberté, qui est le directeur des services professionnels, donc qui s'occupe de tout le volet médical au CIUS de la Capitale-Nationale, de vous faire la présentation. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici parce que j'ai parlé à plusieurs reprises à beaucoup de monde au téléphone sur le recrutement médical, mais là, live, tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps, il y a beaucoup de monde et je vois que les gens de Lille peuvent se mobiliser de façon très efficace. Comme on l'a dit, je suis médecin, je suis directeur de services professionnels. Ça fait quoi un directeur de services professionnels? Bien, c'est pas compliqué, c'est le directeur médical et des dentistes et des pharmaciens au sein des établissements. Je sais qu'il y a un autre médecin dans la salle, le Dr Etier, à qui j'ai parlé au téléphone, mais je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. Alors, Dr Etier, je vous salue bien bas. J'aimerais ça vous serrer la main avant de quitter, ne serait-ce que pour vous remercier des services que vous avez rendus à la population de Lille. Vous avez exposé les options concernant ce qu'il pourrait y avoir dans Charlevoix-Ouest. Vous avez parlé principalement du nouveau facturant qui pourrait s'arriver. À quel point on peut être certain que ça va arriver? C'est le plan régional des effectifs médicaux qui va nous dire si ça se fait ou pas, c'est ça? Chaque année, il y a un plan régional des effectifs médicaux pour notre région, la Capitale-Nationale, et les autres régions du Québec en ce qui concerne les omnipraticiens, les médecins de famille. Et là, dans les négociations qu'il y a avec le ministère et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, est déterminé avec beaucoup de critères en fonction des besoins de la population, combien de nouveaux facturants, ça c'est des médecins qui ont fini leur médecine, mais qui n'ont pas encore beaucoup d'années d'expérience, peuvent s'installer dans la région ou dans les sous-régions de la Capitale-Nationale. L'année passée, on a eu droit à 1. Et les années d'avant, on avait droit à 0. Cette année, on espère avoir droit à un certain nombre de nouveaux facturants. On va le savoir bientôt, dans les prochains jours, j'espère, parce que la période où les médecins peuvent appliquer pour ces postes-là
c'est du 15 octobre au 15 novembre. Fait que le 15 octobre, c'est pas loin. Mais on pense qu'on va l'avoir avant, justement pour donner le temps aux médecins qui pourraient être intéressés de voir c'est quoi qu'on offre comme poste de nouveaux facturants dans la région de la capitale nationale. Il y a les nouveaux facturants, mais aussi les retours de région. Les retours de région, c'est les médecins qui ont 200 jours ou plus de pratique en région éloignée. Et là aussi, il y a un nombre, on s'attend à un nombre X, là, je ne peux pas vous dire, pour la région de la capitale nationale. Et quand il sera connu, on va pouvoir essayer d'intéresser des médecins de retour de région à venir travailler à Québec. L'autre catégorie, c'est des médecins qui ont 20 années de pratique et plus. Ces médecins-là, ils peuvent s'installer dans la région du Québec où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, avec un profil de pratique qui leur convient. Ça pourrait être Charlevoix-Ouest, ça pourrait être l'Île-aux-Coudes. C'est au choix des médecins qui peuvent être intéressés. Vous semblez très confiant qu'il y ait un nouveau facturant autorisé dans Charlevoix-Ouest. Pourquoi est-ce que vous avez des informations du ministère? C'est parce qu'on regarde ce qui est disponible, on regarde les demandes, on regarde les besoins. On a souhaité, puis on l'a exprimé, avoir ça. Maintenant, on attend une réponse. Reste que s'il y a un nouveau facturant autorisé dans la capitale nationale, il peut se retrouver à Québec et non pas dans Charlevoix. Pas nécessairement à Québec. Dans les régions et les sous-régions. À Québec, par exemple, il y a une sous-région là, qui est Sainte-Foy-Sillery. Là. Il est clair qu'il n'y aura pas de nouveaux médecins qui vont s'installer là. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà très pourvus. C'est dans Limoilou-Basile où il pourrait y avoir un besoin ou dans la couronne nord de Québec. Mais il y a aussi Charlevoix-Ouest qui pourrait accueillir un nouveau facturant ou des retours de région aussi. Et ça, c'est le DRMG, le département régional de médecine générale, composé de médecins qui représentent les différentes sous-régions, qui vont analyser l'offre qui nous est faite, c'est-à-dire les autorisations qui nous sont données, puis regarder l'adéquation des besoins de la population pour orienter les médecins. Bien sûr, en tenant compte des médecins qui vont se montrer intéressés à aller dans une région ou dans une sous-région. Est-ce que du cours de médecine familiale, vous avez parlé avec le docteur Dallaire, donc eux, il y a l'option à court terme qui avait été évoquée dans 2-3 semaines, l'aspect que 2 médecins déjà en place au sein de la GMF, du GMF, seraient prêts à venir faire des suivis à l'Île-aux-Coudes. Ça, c'est sérieux? Ça pourrait se placer? C'est-à-dire, j'ai discuté avec le docteur Dallaire et d'autres aussi. Le docteur Dallaire avance une chose, lui et un collègue vont se déplacer pour voir des clientèles qui sont plus lourdes, entre autres ce qu'on appelle ici le pavillon, et peut-être aussi d'autres patients plus lourds qui ont besoin de visites à domicile parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et ça, c'est en train de s'organiser. Naturellement, le GMF, il ne relève pas du CIUS de la capitale nationale. Moi, il y a des médecins dans mon organisation qui relèvent du CIUS, mais ça, le GMF, c'est pas dans le CIUS. Sauf qu'on collabore avec les GMF parce qu'on a tous à cœur les services à donner à la population. Fait que ce soit les pharmacies, les cliniques médicales des médecins qui sont propriétaires ou les médecins qui travaillent dans nos urgences, dans nos hôpitaux, dans nos CHSLD, bien, on pense que tout le monde doit travailler ensemble pour essayer de s'entraider puis de collaborer pour donner des services. C'est ce qu'on est en train de faire avec le GMF de Baie-Saint-Paul. Le docteur Dallaire a exprimé son intérêt, son engagement et sa volonté de le faire. Bien sûr qu'il espère, lui aussi, faire du recrutement au sein de son GMF, justement pour augmenter les services. Pour ce qui est du nouveau facturant, le CIUS favorise l'Île-aux-Coudes ou Charlevoix-Ouest? C'est pas le CIUS. Il y a plusieurs territoires et sous-territoires qui sont en besoin. Ce que je vous dis là, c'est que le GMF, le groupe de médecine familiale, là, qui est un groupe de médecins, conseils, qui sont rattachés pour ce qui est de l'encadrement, là, pour le support au CIUS. Ces médecins-là ont à regarder les besoins de la population dans la grande région de Québec et les territoires où il y a des besoins de services. Le GMF, je vous le dis immédiatement, a dit que s'il y a des médecins nouveaux facturants, qu'un territoire qui pourrait le recevoir, c'est Charlevoix-Ouest. Il y en a d'autres territoires aussi. Quand ça va être connu, en fonction des nouveaux facturants, un ou des, j'ose le dire au pluriel, là, on ne sait pas, et des retours de région, on va identifier clairement les sous-régions qui pourraient accueillir ces médecins-là. Je vous dis que déjà, le DRMG a déjà mentionné que ce serait important d'en avoir un pour Charlevoix-Ouest. Je ne peux pas vous dire si ça va être la première place où ça va aller ou pas. Il y a un élément là, qu'on ne connaît pas dans l'équation, là, c'est la volonté des médecins qui pourraient être intéressés. Que ce soit un nouveau facturant ou un retour de région ou un médecin de plus de 20 ans de pratique.
Finalement, ce que vous nous dites, c'est que vous êtes en bonne situation par rapport à différentes choses pour recevoir un nouveau facturant, ou etc. Mais que finalement, le gros du pouvoir revient dans les mains des médecins qui peuvent décider ou non de s'installer ici. Donc, tout ce qu'on peut avoir, c'est de l'espoir, finalement. On a de l'espoir, mais ce que je vous dis, là, puis je l'ai dit pendant la séance publique, là, l'année dernière, on avait droit à un nouveau facturant pour toute la grande région de la capitale nationale. Ça, c'est des limites de Port-Neuf à aller jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. On avait droit à un nouveau facturant. Quand ça a été connu, on a eu beaucoup de jeunes médecins nouveaux facturants qui étaient intéressés et qui ont dit « Hey, moi, j'aimerais ça être nouveau facturant dans Port-Neuf. Un autre, moi, je vais aller à Baie-Saint-Paul. » Il y en avait plein. On a eu plein de téléphones et c'était des bonnes candidatures de médecins. On a été obligé de faire de la sélection. Il y en avait plusieurs. Puis plusieurs, c'est pas juste deux. Il y en avait plusieurs qui étaient intéressés. On a dû faire des choix puis des critères pour choisir celui à qui on a finalement donné le poste de nouveau facturant. Bon. Là, si on a ce genre de situation-là, on va faire la même affaire. Je vous le dis, ça va être intéressant. Un poste de nouveau facturant pour les jeunes qui finissent, qui n'auraient pas besoin d'aller en région pendant 200 jours, c'est intéressant. Est-ce que le profil va intéresser? Je ne peux pas répondre d'avance pour les médecins. On va juste le faire connaître aussitôt qu'on va avoir les informations venant du ministère, la confirmation du ministre. Ce qu'on va faire, le DRMG, parce que le DRMG, moi, j'en suis pas membre, mais il m'accueille. Et je suis entendu à discuter avec eux. On va essayer de regarder les besoins de la population. Je vous ai annoncé d'avance que le DRMG a déjà fait cette discussion-là. Il dit, ouais, entre autres, Charlevoix-Ouest, pour un nouveau facturant, si tant est qu'on en a. Dans le sens que la possibilité qu'un nouveau médecin s'installe à l'île aux Coudes, de toute façon, pour y vivre, là, ça relève uniquement du désir du médecin lui-même. Là. Pour vivre, là, un médecin peut s'installer à l'île aux Coudes, avoir sa maison à l'île aux Coudes, puis travailler en partie à l'île aux Coudes, puis une autre partie à Baie-Saint-Paul pour faire de l'urgence ou d'autres activités. Là. C'est que il ne faut pas mêler le profil de pratique qu'avait le docteur Étier. Lui, s'était installé à l'île, exclusivement à l'île. Ce type de pratique-là, ce qu'on appelle la pratique en solo, là, ça n'intéresse pas les jeunes. Ils n'ont pas appris comme ça, ils ne veulent pas ça, ils veulent travailler en équipe. Ils veulent travailler à plusieurs, ils veulent travailler pour pouvoir avoir une couverture permanente de leur clientèle, les périodes de vacances, de maladies, la formation, les congrès et aussi l'émulation. Quand tu n'es pas tout seul, là, c'est plaisant d'avoir des collègues. Bon, pour donner un service et assurer une pérennité du service et non pas basé sur un seul individu. On sait c'est quoi qui arrive, hein? Saint-Casimir, il y avait un médecin, 2500 patients dans un village. Il est arrivé quoi? Il est mort. Il est décédé. C'est pas une retraite annoncée, ça, c'est un décès. Il y a 2500 patients qui ont été laissés en plan, puis ils n'en ont pas trouvé de recrutement. Ça s'était organisé comment? Avec les GMF du coin, avec les médecins déjà en place. C'est comme ça, la pratique moderne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne pourrait pas venir, un médecin de 20 ans et plus, mais je vous dis que ce n'est pas habituellement la façon dont les médecins jeunes voient l'organisation de leur pratique. Ce qu'ils veulent, là, c'est en groupe avec des infirmières, des infirmières spécialisées, puis ils travaillent en équipe. Merci, Dr. Laliberté. Pour compléter la présentation, tout juste avant d'arriver à la période de questions, parce que je suis convaincu que vous avez des questions, je vais inviter Sébastien Gaudreault à vous faire la présentation pour les services préhospitaliers d'urgence. Bonsoir à tous. Je passe en dernier ce soir, mais concrètement, dans la vie, ces services-là passent en premier quand c'est une notion d'urgence. En fait, la première chose dont je vais vous parler, c'est la mise en place d'un service de premier répondant. Je ne pense pas que ça a été tellement diffusé comme information, mais c'est une bonne décision qui a été prise, entre autres, là, par vos dirigeants au niveau de la municipalité ici. On a travaillé en étroite collaboration pour mettre en place un service de premier répondant. En fait, c'est les pompiers volontaires qui travaillent déjà pour votre municipalité qui ont reçu une formation. Une formation qui leur permet d'intervenir dans certaines situations où ça peut être une urgence vitale, donc il peut y avoir une dégradation et il peut y avoir un risque pour la vie de la personne. Ces 12 pompiers-là, ils ont été formés par des techniciens ambulanciers qui sont instructeurs
Et on les a dotés d'un défibrillateur, en fait, là, qui est l'appareil qui permet qu'on voit souvent dans les émissions à la télévision, là, donner un choc pour réanimer quelqu'un qui est en arrêt cardio-respiratoire. Il y en a un autre aussi là, qui est rendu disponible, en fait, pour la population, puis aussi les premiers répondants, mais qui était déjà en place, qui est situé à la Caisse populaire de Jardins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier répondant est affecté sur les urgences vitales. Par exemple, les arrêts cardio-respiratoires, ça peut être aussi une réaction allergique grave. Le premier répondant, en fait, c'est un intervenant qui s'ajoute dans la chaîne préhospitalière. Donc, il travaille en surplus des ambulanciers, il travaille en complémentarité. Ça ne change rien au niveau du processus d'affectation, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un service de premier répondant que l'ambulance, on va tarder avant d'envoyer l'ambulance. Depuis la mise en place en juin 2017, il y a eu 4 appels qui ont été répondus par les premiers répondants qui sont en place. Les premiers répondants sont de niveau 1. Il y a 3 niveaux de premiers répondants. En fait, plus le niveau est élevé, plus le premier répondant va répondre à une gamme importante de problèmes de santé. Toutefois, ce qu'on recommande toujours, c'est de commencer avec un niveau un peu moins élevé pour, en fait, permettre à tous les nouveaux premiers répondants de s'approprier un peu leur rôle et de s'assurer au niveau opérationnel que tout est en fonction. Par la suite, on peut facilement augmenter le niveau de premier répondant. Puis il y a aussi un volet important qu'il faut attacher avec ça, c'est le volet financier, parce qu'à chaque fois que vos pompiers ou vos premiers répondants sortent, bien évidemment, il y a des frais associés. L'avantage ici au niveau de la population de l'île aux Coudes, ça fait en sorte que, dans le fond, on a toujours, en fait, 3 premiers répondants qui sont affectés sur un appel, en plus des techniciens ambulanciers, donc plus de personnes qui sont habilitées à intervenir dans des vraies situations d'urgence vitale. Et on a mis en place, à l'époque avec le docteur Etier, une procédure, en fait, là, en cas de rupture temporaire des services du traversier pour s'assurer que s'il y a un appel pour la population, puis le traversier, que ce soit à cause des glaces ou à cause d'une autre raison, n'est pas en mesure d'effectuer le transport, bien, qu'on puisse prendre en charge, en fait, le patient en collaboration avec le personnel, en fait, qui travaille au niveau du CLSC. Et je pense qu'ils nous ont très bien défini les problématiques et tout ça. Ils sont très au courant. Et puis, ils ont un pouvoir de pouvoir régler le problème le plus rapidement possible. C'est ce qu'on souhaite. Pour l'inquiétude des gens, là, on sait que la population, on dit toujours, vieillissante, on a encore des jeunes, il faut penser aussi à l'avenir de l'île. Fait que je tiens à vous dire merci beaucoup d'avoir participé à cette rencontre-là. C'est très important.